Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre encore une fois le rendez-vous de Club Média 7, l'émission qui passe au peigne fin l'actualité de la semaine écoulée avec, bien évidemment, des confrères en plateau. Et je reçois ce dimanche soir Pascal Anselme-Agueoundé, journaliste au quotidien du service public La Nation. Pascal Anselme-Agueoundé, bonsoir. Bonsoir, Lénaïque Agbazaou. Avec nous également en plateau, Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir téléspectateurs, bonsoir cher ami Pascal Agueoundé. Le rituel ne change pas, nous démarrons comme d'habitude avec la revue de presse hebdomadaire que nous propose Marcel Arossi. Cherté de la vie, les écoles aussi n'ont voulu faire aucun cadeau. Avec la rentrée scolaire, le phénomène s'est fait plus présent et plus prégnant. En tout cas pour les parents d'élèves. Nous sommes dans l'éditorial de Paul Amoussou, le confrère de La Nation, quotidien de service public. Le bourreau des parents d'élèves ne serait pas que les vendeurs d'articles scolaires qui, eux, sont naturellement enclins à répercuter la hausse des prix subie à l'achat. Car il y a aussi les écoles dont certaines ont choisi de ne faire aucun cadeau avec les frais scolaires qui, quand ils ne sont pas revus à la hausse, voient leur mode de paiement drastiquement resserré. Et en poursuivant, le journal fait remarquer que les écoles ne sont pas les seules à faire passer en douce des pilules amères. Les cliniques excellent également à ce jeu avec leurs tarifs qui ont connu récemment, sans tambour ni trompette, une certaine augmentation, ajoutant à la peine à l'essorage des bourses. Il s'avère indubitablement que le porte-monnaie des Béninois s'érode du fait cumulé de tous ces facteurs. Mais une autre remarque du confrère, cette érosion aurait pu être sismique si le gouvernement n'avait pas pris un ensemble de mesures sociales pour contenir l'inflation généralisée du fait de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Un gros effort, de fait. Mais il peut davantage soulager les travailleurs nationaux avec une batterie supplémentaire de mesures sociales. Chose promise, donnée pour imminente et attendue de tous les salariés. Réduction du délai de règlement des factures d'eau à 5 jours. Une décision lourde de conséquences. Cette décision, selon la Nouvelle Tribune, qui prévoit également la suspension de la fourniture en eau aux éventuels clients indélicats avec retrait de compteurs. Il apparaît aisément que la mise en application effective de cette mesure pourrait avoir pour conséquence un manque d'eau à court ou à moyen terme au sein des ménages et même d'autres centres sociaux comme les centres de santé, les hôpitaux qui, pour la plupart, souffrent de la rupture en eau pour des raisons jamais officiellement déclarées. Législative 2023, la société civile veille au grain quant à l'organisation d'un scrutin sans tâche dans un climat de paix selon La Nation. Des données recueillies par les acteurs déployés sur le terrain par la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix, COSEP, il ressort qu'il n'y a pas de présence inhabituelle de forces de sécurité ni de violence dans les centres de vote et que les listes sont lisibles pour les citoyens. Néanmoins, relèvent les observateurs, l'ANIP accuse du retard dans l'affichage de la liste dans certaines localités. Mais dès ce 1er octobre, il est annoncé l'affichage d'une version plus actualisée. L'Agence nationale d'identification des personnes est à l'écoute de la société civile selon le quotidien de service public. Cette dernière a dû relever que l'opération d'affichage de la liste électorale a coïncidé avec la période de la préparation de la rentrée scolaire pour les parents et élèves qui étaient davantage préoccupés par la reprise des classes et les exigences y afférentes. En outre, les listes affichées ont été arrachées par endroits. Pire, va admettre le gestionnaire mandataire de l'ANIP, les plus diluviennes de cette période ont détruit les listes affichées dans plusieurs localités. C'est au regard de toutes ces considérations que l'ANIP va à nouveau afficher la liste. Cette nouvelle liste tiendra compte des corrections déjà intégrées. Animation politique dans la 6e circonscription électorale, séisme à forte magnitude en vue à la FCBE. C'est une annonce forte du quotidien Info Matin qui, lui aussi, connaît les grands couloirs des jeux politiques. Ainsi, a-t-il pu sentir dans les tuyaux une véritable purge au sein de la FCBE dans la 6e circonscription électorale. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. La Croix du Bénin, la réforme du système partisan est une farce. Interview exclusive de Sylvain Akindès, ancien ministre. Le Matinal, législative de 2023, la bataille des femmes. La Nouvelle Tribune, force Cori pour un Bénin émergent, la saignée qui précède la mort. Adoption d'un projet de loi pour la suspension de peine vers la libération de Joël Aïvo, point d'interrogation. Matin libre, crue du fleuve Mono.
Lokossa et Atiémé sous le dictat des eaux. L'événement précis. Je suis triste de vivre encore le désordre et la pagaille, Jacques Ayadji, à propos de la fusion des partis à la veille des législatives. Le potentiel. Législative de janvier 2023, le Parlement, pas une poubelle des transhumants sans niveau. La réforme du système partisan, souillée par la crise de l'éthique. L'obsession d'être député, la maladie à traiter dans la classe politique. 0 place pour les démissionnaires, le mot d'ordre lancé dans les cercles de pouvoir. Le grand regard. Avalanche de dons de fournitures scolaires. La morosité économique fait monter la solidarité d'un cran. Info Matin. Projet de nouveau code de procédure pénale. Un premier pas vers la libération de Madougou et Aïvor. Point d'interrogation. Fraternité, lutte contre la transhumance politique au Bénin, des principes de base pour freiner les démissions et adhésions. La nation, renforcement des systèmes d'adduction d'eau potable à Calavi, démarrage imminent de la phase 3. Le matinal, transmission au Parlement d'un projet de loi sur le code de procédure pénale vers un aménagement à l'exécution des peines, une trouvaille pour la décrispation politique, point d'interrogation. Fraternité, amélioration des conditions de vie des populations au Bénin, l'eau potable dans les robinets d'Abom et Calavi. Merci à vous, cher Marcel Arossi. Le décryptage des faits saillants de l'actualité nationale, c'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Gabengoubi, liste électorale informatisée, on en parle. La ley provisoire a été affichée pour consultation par les populations aux fins d'éventuelles demandes de transfert en ce qui concerne les bureaux de vote ou aux fins d'éventuelles réclamations. L'ANEP a décidé de proroger le délai d'affichage, donnant ainsi un écho favorable à une requête de la COSEP, entendez la coalition de la société civile pour les élections et la paix. C'est d'abord saluer le sens d'ouverture, la volonté de bien faire, le souci de perfection et de recherche de consensus affiché par l'Agence nationale d'identification des personnes, organe donc en charge de la réalisation de cet outil électoral, le plus sensible d'ailleurs du dispositif électoral, la liste électorale. Et donc il faut saluer déjà le fait que cet organe-là ait décidé de proroger ce délai. Vous l'avez suivi comme moi dans la revue de presse présentée par le confrère. Cette décision est une suite accordée donc à la doléance de cette coalition, de ce collectif d'organisations de la société civile qui ont donc fait le plaidoyer après donc le constat fait par les équipes qui ont été déployées sur le terrain pour aller vérifier donc ce qui a été fait. Il est avéré que beaucoup n'ont pas eu le temps forcément d'aller vérifier leur nom sur la liste au fait de verser leurs observations, leurs amendements, les corrections à opérer et par rapport à leurs identités ou à leurs informations personnelles si elles étaient recueillies. C'est vrai que le défaut d'affluence relatif observé au niveau des différents centres de vote où sont justement affichées ces listes-là est dû au fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs canaux par lesquels on peut aller vérifier donc si le nom figure sur la liste électorale ou pas. Donc on peut vérifier par nos smartphones, nos portables Android, mais également par composant un code USSD via nos portables pour voir si effectivement nos noms figurent sur la liste électorale pour les personnes qui sont en âge de voter. Donc c'est saluer, n'est-ce pas, ce sens d'écoute de l'ANIP qui est vraiment disposé à rassurer tout le monde. C'est une démarche qui, ma foi, rassure, une démarche qui est de nature à lever les éventuels goulots d'étranglement, les éventuelles contestations qu'il peut avoir autour de cet instrument électoral. Et donc, c'est un souci de fiabilité. Je pense que ça va crédibiliser davantage l'élection qui aura lieu chez nous le 8 janvier prochain. Cher Pascal Ansemageoundé, comme le soulignait Gabengoubi, on a noté un faible engouement des populations pour l'opération. La raison évoquée serait la préférence pour la consultation en ligne.
Oui, sans doute, il y a une préférence pour ceux-là qui ont bien sûr un smartphone, parce que c'est pas tout le monde qui en a. Et dans les coins les plus reculés, il y en a qui ne sont pas toujours habitués à ces nouveaux outils-là de communication. Je pense que entre autres, c'est une raison, mais il y a plusieurs autres raisons qui ont été évoquées, notamment le fait que les plus diluviennes ont pu arracher certaines listes, ont pu détruire certaines listes, le fait que des populations, en tout cas des personnes mal intentionnées, ont pu en détruire également, et surtout la rentrée scolaire qui a coïncidé avec la première phase d'affichage. Et vous savez, quand la rentrée arrive, la concentration est totalement ailleurs. Les parents, on dirait que ce sont les parents qui commencent la rentrée, parce que c'est une autre dynamique et ce sont d'autres soucis, d'autres préoccupations pour les parents et pour les élèves eux-mêmes. Et donc je pense que tout cela a dû jouer et a dû quand même influencer un peu sur cette opération-là. Il faut saluer la décision et l'ouverture d'esprit de l'ANIP. Je pense que depuis le départ, l'ANIP est dans le souci de faire en sorte que ce ne soit pas de sa faute, qu'on ne dise pas que la liste électorale n'a pas pu être, n'a pas été suffisamment corrigée, actualisée avant qu'on ne passe aux élections. Et c'est dans ce souci-là que l'ANIP veut tout faire pour que les populations aient l'occasion de quand même intégrer leurs réclamations, les corrections qu'ils auraient remarquées et tout. Il faut saluer cette décision. Et à part cela, il faut aussi reconnaître que la société civile aujourd'hui joue un rôle. C'est là où on les attend en fait. C'est là où on les attend parce que quand j'entends que des personnes sont déjà déployées dans cette commune, c'est que... On va y revenir. Voilà. On va y revenir. Kabeng Goubi, je vais vous soumettre à un exercice un peu pédagogique. Alors dites-nous, quel sens revêt la confection de la liste électorale informatisée? La confection de la liste électorale informatisée, comme vous le dites déjà, c'est l'instrument de plus sensible du dispositif électoral. Donc c'est pour permettre, n'est-ce pas, de filtrer au sein de la population les personnes qui sont habilitées à exercer leur droit de vote. Le vote est un droit constitutionnellement reconnu, consacré donc dans notre loi fondamentale, et elle concerne il concerne les personnes qui ont 18 ans et plus. Donc, il faut se retrouver dans une certaine marge pour postuler. Et la crédibilité de cet outil-là, il faut le dire aujourd'hui, c'est un instrument qui est érigé à la suite d'une conjonction d'informations, de données. C'est issu, n'est-ce pas, des données issues. C'est élaboré à partir des données issues du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Donc, l'opération qui s'est déroulée sur tout l'étendue du territoire national, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, donc durant 6 mois, et également les données issues de l'Agence nationale de traitement qui opère, n'est-ce pas, un travail technique au niveau des données concernant l'identification des personnes. Donc, c'est un outil véritablement technique. Et vous rappelez qu'il y a eu assez de tiraillements autour, n'est-ce pas, de la confection ou de l'actualisation de la liste électorale, parce que l'instrument était confié aux politiques, aux mains des politiques. Vous imaginez les épisodes sombres qu'on a vécu avec le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI qui a été établie sur une base pas trop claire où l'instrument est taxé et d'avoir laissé en rade une frange importante d'électeurs. Et donc, vous n'avez certainement pas oublié ces épisodes-là où on a suspecté une marche à pas forcée dans le processus qui n'intégrait pas forcément donc, les électeurs. Aujourd'hui, il se fait que l'unanimité s'accorde autour de de la liste qui est en train d'être réalisée, justement parce que c'est confié aux mains d'un organe technique. Il y a donc une très faible marge qui est assez d'erreur dans le dispositif. Et je pense que la recherche du consensus autour de l'outil qui est en train d'être élaboré, le souci de transparence qui guide, n'est-ce pas, la dynamique de confection de cette liste-là, sont déjà des gages de crédibilité et de transparence, n'est-ce pas, des élections législatives qui auront lieu le 8 janvier 2023. Un appel à lancer aux citoyens qui ne se manifestent pas encore. Voilà que l'ANIP donne une seconde chance justement à ces citoyens électeurs suite à la doléance de la coalition de la société civile pour les élections et la paix, la COSEP. Bien sûr, c'est l'occasion pour les citoyens d'aller consulter. Il y a plusieurs canaux pour le faire. Le faire en ligne pour ceux-là qui ne veulent pas se déplacer. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire en ligne, c'est l'occasion d'aller vers les centres de vote, d'aller voir, parce que en fait, il ne faut pas qu'on perde de vue que les données
qui avaient été collectées et qui ont servi à réaliser la LEPI par le passé ne sont plus les mêmes, ce n'est plus la même base de données, parce qu'il y a eu cette fois-ci un temps, une autre opération. RAVIP, on l'a mentionné tout à l'heure, qui a permis de collecter des données. Et c'est à base de cette donnée-là que le registre national a été quand même conçu. Donc, il se peut qu'il y ait des changements de centre de vote. C'est le moment d'y aller, de voir est-ce que je suis toujours au même centre de vote, est-ce qu'on m'a pris un centre de vote qui est un peu plus proche de mon domicile parce que j'ai déclaré tel endroit comme lieu de résidence et tout. C'est le moment d'aller voir et si possible de faire les réclamations nécessaires. Les populations doivent sortir et comprendre que voter, c'est un devoir. On va s'intéresser à présent à une décision gouvernementale issue du dernier Conseil des ministres. Il s'agit du renforcement annoncé des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans la commune d'Abomey-Calavi, notamment dans la zone où est en construction la cité administrative de Akossoubeta et dans les localités de Rouedo et de Toba. Je suis particulièrement ravi de cette décision du gouvernement parce que je suis un habitant de la zone et j'habite précisément à Akossoubeta, ça fait un certain nombre d'années quand même. Voilà, donc la plupart des populations qui vivent dans ces zones-là, faute d'eau potable, ont dû recourir, n'est-ce pas, au système de forage. Forage où la qualité de l'eau n'est pas forcément à ce qu'elle doit être. Donc, cela, il faut saluer la volonté du gouvernement, cette décision-là. C'est vrai qu'elle est issue un peu dans un contexte où la cité ministérielle est en construction dans la zone. On a peut-être bénéficié de cela, même si le gouvernement avait envisagé depuis quelques années déjà d'opérationnaliser dans le cadre du PAG2 justement la phase 3 du projet d'adduction d'eau dans certaines localités. Et donc, c'est également une injustice qui est en train d'être réparée parce que vous n'êtes pas sans savoir que Calavi, la commune de Calavi, et notamment l'arrondissement de Zinvier, abrite un grand centre d'alimentation qui a été inauguré, je crois, en 2017-2018, si j'ai bonne mémoire, par le ministre de l'eau et des mines, et qui alimente aujourd'hui beaucoup de populations de Cotonou et d'environ. Donc, il n'y a pas, il y a que à Abomey-Calavi, il y a des localités qui ne sont pas encore alimentées, alors qu'il y a même au sein de la commune abrite, n'est-ce pas, des équipements qui permettent de fournir l'eau potable à beaucoup de populations. Donc, c'est une injustice qui vient d'être réparée, et j'espère donc que cette mesure-là va permettre de soulager tant soit peu les difficultés auxquelles font face les populations par rapport à cette denrée essentielle. Il faut le dire, l'eau constitue une denrée essentielle et il faut saluer la dynamique du gouvernement qui s'emploie à mettre assez de moyens pour combler ce besoin-là. Parce que l'eau, c'est la vie, comme on le dit souvent, et c'est heureux que la population ait accès à l'eau potable conformément que à la vision que le gouvernement s'est donnée, assurer l'eau potable à toutes les populations d'ici à l'horizon 2024. Pascal Aguéoundé, une bonne nouvelle pour les habitants de la cité d'Otoa, comme Gabin Goubi, surtout qu'on observe à Abomey-Calavi une démographie galopante dans les zones concernées. Bien sûr, une bonne nouvelle pour M. Goubi et ses pairs. D'abord, d'entrée, je voudrais dire que l'accès à l'eau potable est un droit pour tout citoyen et un devoir à la charge de l'État. C'est vrai qu'on ne devrait pas avoir pour autant à s'éterniser dans des salutations et des reconnaissances pour ça. C'est un devoir, mais en même temps, il faut quand même essayer de remarquer l'évolution qu'il y a en la matière parce que, vous savez, l'accès d'une façon ou d'une autre, l'accès universel à l'eau potable aujourd'hui est en train d'aller à son pinacle. On sent qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et tout récemment, il y a eu encore un gros financement de centaines de milliards pour un projet Aquavi qui va impacter près de 1 200 000 personnes. La première phase de ce même projet dont la troisième phase sera lancée à Calavi. La première phase a déjà impacté plus de 240 000 personnes dans les zones environnantes, à Itchédi, Tankpé et autres. Et c'est une bonne chose parce que, comme l'a souligné tout à l'heure M. Goubi, les populations là-bas étaient beaucoup plus habituées à installer des forages et tout. Et la qualité de l'eau n'est pas vraiment enviable, pas vraiment recommandée. Et avec en les accordant déjà au réseau de la SUNEB aujourd'hui, ces populations-là peuvent avoir de l'eau potable. Il faut dire également que c'est une façon aussi pour la SUNEB d'étendre son réseau. Étendre son réseau, c'est aussi se faire des gains. Voilà, donc dans tous les sens, c'est l'État qui gagne et c'est le Bénin qui gagne.
On est tenté de dire qu'Abomey Calavi est le chouchou du PAG, construction de l'hôpital de référence en cours, les logements sociaux, la zone industrielle de Glodigbe. Je n'ai pas envie de donner aux citoyens des raisons d'en vouloir à la politique nationale, mais je pense que Abomey Calavi est en train de se positionner comme non seulement une cité dortoir. Hier, on parlait de cité dortoir simplement, mais aujourd'hui, c'est plus une cité dortoir. C'est vraiment une grande ville qui se construit et avec les infrastructures qui sont mises en place, je pense que d'ici là, Cotonou va avoir de quoi envier à Abomey Calavi. Abomey Calavi, désormais commune à statut particulier. Tout à fait. Et puis, tout ce qui se fait à Abomey Calavi, ou l'attention particulière que suscite Abomey Calavi de la part du gouvernement pourrait être comprise par le fait que c'est une cité dortoir. Abomey Calavi continue, quoi qu'on dise, d'être une cité dortoir. Et peut-être la commune profite un peu de sa proximité vis-à-vis de Cotonou. Cotonou qui est aujourd'hui encombré, Cotonou qui présente un besoin, un souci de fluidité. Vous avez vu la délocalisation du marché et d'Antokpa, un certain nombre d'infrastructures quand même qui sont en train d'être délocalisées, érigées à Abomey Calavi. Il va de soi parce qu'aujourd'hui, tout le monde vit pratiquement à Abomey Calavi. La plupart de ceux qui viennent travailler à Cotonou, occuper, n'est-ce pas, les infrastructures et autres là, viennent de la commune d'Abomey Calavi. Et donc, ce n'est que dans la bonne marche des choses, hein. C'est vrai que d'autres communes pourraient être jalouses de ne pas avoir eu la part belle dans ce qui se fait, mais le gouvernement fait aussi leur part. Le gouvernement fait ce qu'il peut pour satisfaire tout le monde, pour décliner donc une politique de prospérité partagée, comme on le dit. Et je pense que dans la politique du gouvernement, dans ce qui se fait, aucune localité, aucune région n'est en train d'être laissée en rade. Monsieur Goubier, personne ne sera laissé de côté. Intéressons-nous à présent à l'actualité hors de nos frontières. C'est dans la rubrique Interactu. Au Gabon, Pascal Ansem Agueoundé, l'opposant Guy Nzouba Ndamba, a été arrêté samedi dernier. Il était en provenance de la RDC, la République démocratique du Congo. Il transportait sur lui 4 valises qui contenaient de l'argent, près d'1 milliard de francs CFA et près de 2 millions d'euros. Voilà, lecture et analyse. Sur le fait, son camp parle déjà de tract et de course à la sorcière. Et on sent encore une fois que un peu partout, c'est la même réalité. Un peu partout, il y a un opposant au régime qui est arrêté. Tout de suite, la première chose à laquelle on pense, c'est que c'est forcément une arrestation politique. Peut-être, on ne peut pas en disconvenir, mais il faut également se baser sur les faits. Je pense que se promener avec une aussi lourde somme dans des valises, d'abord c'est un peu classique. Dans les valises, c'est un peu classique. Quand on te voit avec beaucoup de valises et on vous demande de vous soumettre à un contrôle, vous refusez, ça alerte toujours. C'est classique ça. Mais à part cela, pour sa propre sécurité. C'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, un potentiel candidat à la présidentielle gabonaise. Bien sûr, mais tout ça ne fait pas de lui, c'est pas un surhomme, il est homme. Et pour sa propre sécurité, déjà ce n'est pas bien de se promener, d'aller d'un pays à l'autre avec une aussi forte somme pour sa propre sécurité. Vous ne voyez pas un règlement de compte politique? Un règlement de compte politique, je pense que c'est ce qu'on voit à chaque fois qu'un opposant est arrêté. C'est possible, je le dis, c'est possible, mais il faut déjà que lui-même se remette en cause. C'est possible que des gens ont pu rapidement filer l'information aux agents de l'ordre, aux forces de l'ordre, pour qu'ils puissent le suivre de près. Tout ça, c'est possible. Mais il faut que personnellement, lui aussi, sachant qu'il est une personnalité qui actuellement n'est pas en bon terme avec le pouvoir en place, forcément il devait s'attendre à ce qu'il y ait de ces gens de traque. Kabengoubi, la justice parle de détention illégale de fonds et d'intelligence avec une puissance étrangère. En clair, il est accusé d'être financé par la RDC pour être candidat à la présidentielle. Et ce n'est pas tout à fait faux. Vous savez, vous revenez d'un pays, on vous voit avec autant de sommes d'argent. C'est vrai qu'il a été président de l'Assemblée nationale. Il a peut-être avant ça pendant 19 ans, occupé donc d'autres postes, mais il y a autant d'argent. Hein. Ça dit que soit il faisait héberger sa fortune par des institutions financières ou des banques congolaises, soit il a été financé justement par des mécènes, des hommes
de ce pays-là. Dire qu'aujourd'hui qu'il s'agit d'un procès politique, moi je ne veux pas m'aventurer sur cette piste-là. Dans tous les cas, il faut voir les faits, comme l'a dit Pascal Aguemné, dont j'achète presque entièrement l'argumentaire développé par rapport à ce sujet, à cette actualité. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il s'agit d'une thèse politique. C'est facile de le dire. Le parti qu'il dirige, le parti Les Démocrates, qui a justement 10 sièges au Parlement actuellement et est la deuxième force politique du pays, évoque une mise en scène humiliante. Quand on parle de mise en scène, vous transportez autant d'argent. Vous savez, c'est pourquoi les pays développés ont quelque chose de plus que nous. Ce n'est même pas possible que vous transportez assez de sous avec tous les moyens électroniques modernes aujourd'hui de transfert de sous, d'argent. D'abord, vous mettez en péril votre sécurité, comme l'a dit le confrère. Et puisque vous êtes en politique, attention, il faut savoir poser des actes. Il faut savoir poser des actes, et même si les gens parlent d'un règlement de compte politique, eh bien, c'est de bonne guerre. Quel chef d'État, quel homme politique a le plaisir ou bien a la joie de voir son adversaire politique circuler avec autant de sous? L'argent, écoutez, ce n'est pas quelque chose. Il y a des institutions qui sont censées traiter, garder nos sous. Donc, c'est une infraction déjà en soi que de transporter autant de sous et de circuler avec. Donc, si on s'en tient même au fait sans aller vers le volet politique, je pense que Guy Nzouba Adama est en infraction et il faudra que la justice joue son rôle. Maintenant, bon, il a été remis en liberté, certainement sous le coup des pressions reçues de part et d'autre. C'est dommage qu'en Afrique, on est encore... Il se pourrait qu'il comparaisse devant la Cour spéciale aux dernières nouvelles. Bon, on va espérer que la justice fasse son travail pour aller jusqu'au bout dans ce dossier. Un autre sujet, toujours à l'international. Lundi dernier, c'était les funérailles de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II. Elle a eu droit à des hommages planétaires. Des hommages bien mérités pour une reine qui aura vécu une vie et qui aura dirigé, je dirais, pendant une vie. Je le dis parce que 110 ans de règne, c'est toute une vie. C'est une vie, hein. Des gens sont morts. L'espérance de vie de beaucoup de pays africains. Vraiment, c'est toute une vie. Mais la dame, au-delà de tout ça, au-delà de tout ce qui a été dit déjà, il faut déjà reconnaître en plus de tout ça qu'elle est une femme qui inspire le respect. C'est une femme qui est passée au milieu de tant d'hommes, de grands hommes politiques et de grands présidents, chefs d'État de plusieurs pays de grande puissance et qui a toujours inspiré le respect partout où elle est passée. Parce qu'elle savait rester à sa place. Elle connaît le système dans lequel elle est. Elle sait qu'elle est la première autorité de façon symbolique de tous ces royaumes-là qui sont sous sa coupole. Mais en même temps, elle connaît son rôle politique et elle sait où mettre les pas. C'est une dame qui n'a pas cherché à se mettre au-dessus de tout le monde et qui a surtout défendu les bonnes causes. C'est vrai qu'elle était assez discrète, mais dans sa discrétion, elle a soutenu beaucoup de combats, notamment pour l'autonomisation de la femme, sans pour autant faire de la femme une revancharde. Elle-même en donne l'exemple à travers sa discrétion. Ce sont des hommages mérités d'un peu partout pour cette dame-là qui a vécu une vie extraordinaire. Kabengoubi, un personnage mythique qui a su donner à la couronne britannique une influence exceptionnelle. Oui, l'histoire de ce siècle, que nous avons vécu ne peut pas se raconter, ne peut pas se compter donc sans Elisabeth II. C'est vrai qu'elle a battu un record de longévité au pouvoir, mais ce n'est pas à l'image de ce que nous connaissons ici en Afrique, où on passe par des subterfuges, par des manœuvres pas trop orthodoxes pour se maintenir au pouvoir. Donc c'est un pays où, en dépit, n'est-ce pas, du pouvoir qu'elle a, vous avez vu, les hommages qui lui ont été rendus à la hauteur, n'est-ce pas, de la personnalité du pouvoir qu'elle incarne. C'est le symbole de ce qu'elle aura vécu, de comment elle se serait comportée de son vivant. Et je pense aujourd'hui que l'Angleterre les Royaumes-Unis sont en train de tourner une page de leur histoire. Et on va espérer que son fils, son successeur, donc le roi, vive le roi. Voilà, Charles II Charles III, puisse marcher et dans ses pas pour pérenniser donc les bonnes œuvres de l'ancienne, de la reine qui est décédée. Dernière rubrique de cette émission, les potins de la toile. Sur la toile cette semaine, l'actualité
à l'interne, ce sont les obsèques du professeur Honora Aguessi. Beaucoup de témoignages sur l'illustre disparu. Il est surnommé le père de la sociologie pour avoir été le père fondateur du département de la sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Il aura également notamment contribué au rayonnement des valeurs du monde noir. C'est une valeur, inéluctablement. Je pense que l'unanimité se fait autour de ça. C'est une icône, une image respectable et respectée de l'élite béninoise. C'est voilà des personnes qui ont presque tout sacrifié pour leur pays. Honora Aguessi, je l'ai connu il y a cela quelques années où je suis allé avec un groupe au niveau de l'Institut de développement d'échange endogène où il distille un peu ses connaissances, il partage un peu avec ceux qui viennent là son sens de panafricanisme. C'est quelqu'un qui a un amour fou pour l'Afrique, qui croit aux potentialités de l'Afrique et qui a souhaité que la jeune génération, les politiques, tous les penseurs, les leaders d'opinion, tout le monde intègre cette vision-là. Il a souvent cité, il ne prononce pratiquement pas une ou deux phrases sans citer Kwame Nkrumah ou encore Aimé Césaire, enfin, qui sont pratiquement ses icônes. Donc, il a voulu marcher dans leur pas et c'est quelqu'un qui est assez rigoureux, il faut le dire. C'est quelqu'un qui ne transige pas sur certains principes. Ceux qui l'ont côtoyé, je pense que les témoignages continuent de pleuvoir, même si il a été inhumé mercredi dernier, où un parterre d'hommage lui a été jeudi dernier, voilà, où une flopée d'hommages lui a été rendue, des hommages bien mérités pour ce digne fils de Ouida qui aura contribué au rayonnement de l'Afrique, du Bénin et à la reconnaissance de la dignité de l'homme noir. Un panafricaniste bon teint, un homme à la culture immense. Pascal Assé-Madjoundé. Oui, ce n'est pas évidemment la reine Elisabeth II, mais c'est quand même un roi pour sa matière et pour son domaine de compétences. Enseignant, il a marqué. Il a marqué par sa rigueur et par sa pédagogie. Les témoignages ne suffisent pas à le dire. Et il faut reconnaître que c'est un homme qui, il y a 2 ans, on le croyait déjà mort. Et on a vu tout le tollé autour de la toile. Cette fois-ci, il est vraiment parti. C'est la mort véritable. C'est la mort véritable. Il est vraiment parti. Et c'est une perte pour la nation. C'est une grande bibliothèque. Il a vécu longtemps. On ne dira pas qu'il est parti trop tôt. Il ne nous suffit pas. C'est tellement, comme on le dit, pour ces gens de personnes, ces scientifiques, ils ne meurent pas parce que leurs œuvres sont là. Et quand je parle d'œuvres... Il laisse un héritage, idée, son institut. Oui, donc bien sûr, il y a beaucoup d'héritiers intellectuels. Il a fait beaucoup d'enfants. Normalement, tous ceux qui ont fait la faculté de sociologie à l'université doivent se reconnaître un peu à travers ce père-là. C'est lui qui a créé la faculté de sociologie, malgré qu'il était l'un des premiers à avoir... Le département de sociologie, pardon. Oui. Malgré qu'il était pratiquement le premier à avoir le grand diplôme dans cette filière-là. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que ces gens-là, on les honore même au-delà de ce qu'on a vu comme hommage, comme témoignage à son égard. Ce sera donc tout pour Club Média 7 de ce dimanche. J'ai fait le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale avec Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci, c'était un plaisir. Avec nous également, c'était Pascal Assé-Madjoundé, journaliste au quotidien du service public La Nation. Merci à vous. Merci, c'était un plaisir. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Prenez le rendez-vous de la rediffusion pour le mardi à 22h30. À dimanche prochain.